Elodie, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir Marguerite. On va parler avec toi d'une question qui fait débat, celle des déchets dans les rues de Paris. Évidemment, vous l'avez vu Marguerite, je ne suis pas venue avec des pots de miel aujourd'hui, mais plutôt avec mon petit bac de déchets justement. Voilà, des gobelets, des emballages de plats emportés. C'est un petit peu tout ce que j'ai trouvé dans la rédaction tout à l'heure. Dans notre rédaction. Voilà, comme quoi jeter l'affaire de tous. On n'est pas fiers. Mais c'est aussi ce qu'on trouve par terre, dans la rue. Et si j'ai pris ce réflexe, c'est parce que j'ai été sensibilisée par Ludovic. Ludovic, c'est la star des éboueurs parisiens, célèbre sur les réseaux sociaux. Il sensibilise à la propreté, au recyclage. Il réalise aussi des avant, après. Vous voyez sur TikTok des rues qu'il a nettoyées. Vous avez dû déjà le voir. Il est une star, on peut le dire. C'est ça. Il fait des lives aussi pour ses 147 700 abonnés. Et Ludovic a accepté de me prendre en stage quelques heures pour m'initier au ramassage des déchets à Paris. Alors, Marguerite, je vous propose de regarder un échantillon de ce qu'on a pu ramasser dans le centre de Paris. En quelques minutes, les images parlent d'elles-mêmes. Là, on va où aujourd'hui Alors là, on va aller à la Fontaine des Innocents. C'est à Châtelet. Ça bouge énormément. Il y a énormément de fast-food et il y a beaucoup de travail. Attends, il y a quoi là? Alors on appelle ça un dépôt sauvage en fait. Les gens ils déposent là. Mais sinon je trouve des vinyles, beaucoup de vinyles. Tu les gardes du coup? Ouais, je les garde, ouais. Et avec mes lives. T'as une collection du coup chez toi? Une petite collection, ouais. Dans la rue? Et du coup j'utilise pendant mes lives TikTok. Et je fais connaître les vinyles aux jeunes. Quels sont les bénéfices de lancer ce projet collectif de potager en entreprise? Oui, c'est ça, on peut se demander pourquoi les entreprises ont intérêt un peu à investir, parce que bien sûr que ça a un coût, évidemment, tout ça, mais c'est vrai qu'après une année en télétravail, à cause de la crise sanitaire, ça peut être aussi l'occasion de ressouder les équipes, de faire des bureaux un lieu de cohésion, de nous donner envie d'y retourner aussi. Émilie, par exemple, elle m'expliquait que parfois, elle jardine avec ses supérieurs, donc ça permettait un petit peu de décloisonner les rapports hiérarchiques, et au-delà du bien-être physique, émotionnel, moins de stress, moins de tension, eh bien certaines études assurent qu'un environnement de travail connecté à la nature améliore la performance au travail justement des salariés, stimule la créativité et entraîne une réduction de l'absentéisme qui peut aller jusqu'à 10%. Mais si nos chefs nous entendent, je pense qu'ils vont se lancer dans le potager. Julien, il y avait d'immenses vignes avant en Ile-de-France, elles ont quasiment toutes disparu, mais vous participez en quelque sorte à les faire renaître parce qu'avant, ici, sur cette parcelle, il n'y avait rien. On partait d'une page blanche en recréant ce vignoble au cœur de la plaine de Versailles et on voulait avoir la vigne dans le meilleur équilibre qui soit, dans son environnement, en n'utilisant aucun produit de synthèse et en ayant une vigne qui du coup n'a jamais vu de produits chimiques et devrait donner les raisins les plus typiques de leur terroir. Mais je vois des petits raisins qui me font de l'œil, donc vu que c'est bio, je peux y aller. Vous pouvez y aller, oui. Ça c'est du merlot. C'est un cépage qui normalement est planté plutôt sur la rive droite de Bordeaux. Et notre idée, ça a été de remonter vers le nord des cépages qui ici, maintenant, sous le climat qu'on a depuis quelques années, peuvent atteindre la maturité. Alors du coup, Julien, est-ce qu'il faut faire preuve d'ingéniosité pour produire du vin bio en Ile-de-France ? Il faut faire preuve de beaucoup d'attention. En effet, on a notamment depuis 2 ans à laisser un robot qui s'appelle TED, qui nous permet d'entretenir les sols mécaniquement, sans produits chimiques. Comment vous faites pour combattre les maladies sans pesticides ? Là encore, on fait appel à des nouvelles technologies grâce à une entreprise voisine où ils se sont rendus compte qu'en stimulant la vigne avec des rayons UV sur des panneaux accrochés derrière un tracteur, la vigne est en alerte et qu'elle produit naturellement toutes ces voies de défense contre les maladies. C'est comme si justement ce robot, il boostait le système immunitaire de la vigne, c'est un peu ça, si j'ai bien compris? C'est exactement ça. On la rend plus résistante et ça permet dans des années difficiles où il pleut régulièrement d'avoir un raisin de qualité. Là, sur les pinots noirs, on est déjà mûr. Vous êtes invité à participer aux activités d'entretien des ruches, de récolte du miel ou encore d'extraction du miel. Il y a même des animations qui sont proposées aux enfants, aux plus jeunes, pour qu'ils se familiarisent avec ces insectes afin de mieux les connaître. Et moi, je n'ai pas résisté à l'envie, Marguerite, d'aller un petit peu tester les connaissances des plus jeunes. Voilà, le jour de la rentrée scolaire, je leur ai posé quelques questions. J'ai fait un petit contrôle surprise et puis j'ai fait appel à leur imagination surtout. Je leur ai demandé de se mettre dans la peau d'une abeille. Regardez. Une abeille, ta vie, elle ressemblerait à quoi? À mon avis, j'aimerais bien les fleurs. Du coup, je passerai mon temps à butiner des fleurs. Je resterai en fait ici, à côté de mon école. J'installerai une ruche dans un arbre et je resterai vivre ici.
je ferai du miel et je donnerai du miel aux enfants. Sincèrement, je pense que je serai la reine des abeilles. Si c'est une abeille, j'ai piqué. Surtout piquer les gens. C'est pas pour leur faire du mal, mais pour leur insérer des vitamines. Ah, tu penses que les abeilles, elles insèrent des vitamines quand elles piquent? Oui. Quel genre de fleurs tu pourrais butiner si tu étais une abeille? Les roses et les tulipes. Alors, ils méritent tous 10 sur 10. Une bonne note à tout le monde. Qu'est-ce que vous en pensez, Marguerite? Parce Oui, que ils sont trop mignons. ces enfants, en tout cas, ils se voient parfaitement faire partie des 60 millions d'abeilles qui pollinisent arbres et fleurs. 60 millions, ça me semble énorme. Mais est-ce que ces abeilles, elles ne préféreraient pas butiner à la campagne, tranquillement, sans agression extérieure? Moi, personnellement, si j'étais une abeille, je préférerais faire ça là où il y a de la nature. J'en suis pas une, je le sais. La ville convient très bien aux abeilles. L'environnement urbain convient très bien aux abeilles. Pourquoi? Parce que déjà, il y a très peu ou pas de pesticides en ville. Vous savez que depuis quelques années, la ville de Paris a engagé une démarche zéro phyto dans ses parcs et jardins. Les particuliers n'ont pas le droit non plus d'utiliser des pesticides dans leurs jardins. Il fait un petit peu plus chaud en ville, entre 1 et 2 degrés de plus. Donc ça aussi, ça convient très bien aux abeilles. Justement, Élodie, comment se portent nos abeilles parisiennes? On sait que cet été, il y a eu des conditions météo un peu moyennes. Est-ce qu'elles ont bien butiné? Et surtout, est-ce que tu allais leur poser la question? Alors oui, Marguerite, j'ai enfilé ma tenue d'apicultrice avec l'association Bee Happy Miel. J'étais accompagnée de Laurent et de Daniel, mais aussi d'Ella Gélidi. Nous sommes allés tous ensemble récolter du miel dans les ruches du Trocadéro. Regardez. Bonjour Laurent, dis donc, elles ont une belle vue, nos abeilles parisiennes. C'est combien le prix du mètre carré pour avoir sa ruche ici? C'est 30 kilos de miel. C'est ce que produisent les abeilles dans chaque ruche. Alors on s'apprête à en récolter justement une petite partie. Est-ce qu'elles se sentent pas un petit peu agressées, les abeilles, quand on ouvre leur ruche pour récolter leur nectar? Moi j'ai un peu le sentiment qu'on s'apprête à leur voler quelque chose. Il n'est pas revenu de cette aventure, ni malade, ni avec plein de boutons. Écoutez. Dis-moi la vérité, est-ce que tu as quand même osé mettre la tête sous l'eau de temps en temps? Ouais, bah, quand même, sinon ça aurait été dur de faire 780 km. Oui, bah après on voit pas grand-chose en réalité sous l'eau. Les seules fois où j'ai vu le fond, c'était à Rouen et je voyais des Vélib, des trottinettes, des trucs. Il n'y a pas qu'à Paris qu'il y en a finalement. Ah, non, ou alors ils viennent de Paris? Peut-être, ils savent nager aussi. Non, la pollution la plus dangereuse parfois, c'est pas celle qu'on voit, c'est plutôt la pollution liées aux bactéries. Parfois, on va avoir des concentrations énormes et c'est là-dessus qu'il faut travailler pour qu'un jour on puisse s'y baigner. Et un jour, pour moi, c'est un jour prochain. Dans 2-3 ans, on plonge ensemble alors du coup, Arthur. Bah ouais. L'idée. Ouais, bien sûr. Et voilà, moi, je vais pas faire comme Chirac, je vais vraiment y aller, quoi. Tu m'encourageras un petit peu, parce que je suis pas encore totalement convaincue. Mais bon, dans 2-3 ans, pourquoi pas? Ouais, j'encouragerai tout le monde à sauter avec moi. C'est ça.